comment réellement comprendre l'évolution d'un joueur? Comment savoir, noyer dans tous ces chiffres, si le joueur qu'on essaye d'analyser a vraiment progressé, ou est-ce que ce joueur est juste caché par des statistiques un petit peu en surchauffe qui pourraient cacher la vraie identité de sa progression? Et ben c'est un petit peu ce qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. On va aller à Portland, on va aller analyser Scoot Henderson sur sa deuxième saison NBA, et on va essayer de comprendre, est-ce que la progression de Scoot Henderson est réelle, ou alors est-ce que l'ancien numéro 3 de draft est en surchauffe? On en profite d'ailleurs pour vous remercier pour tout le soutien sur les dernières semaines. On a passé les 3000 abonnés, on a un très beau et gros projet qui va sortir dans quelques jours, un petit peu dans la suite de ce qu'on avait fait autour de Nikola Jokic. Donc on espère que ça vous plaira. Et moi je vous dis rendez-vous tout de suite à Portland pour découvrir la deuxième saison de Scoot Henderson. Alors il y a bien un truc chez Scoot Henderson qui est impressionnant, c'est sa vitesse. Il est vraiment capable sur drive d'aller de plus en plus rapidement au cercle, il arrive de mieux en mieux à trouver ses appuis, et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que sur cette deuxième partie de saison, il est en train de progresser à l'efficacité. En fait, il est passé au-dessus du coup de lui, sa moyenne depuis le début de saison, mais aussi au-dessus de la moyenne des meneurs. Donc depuis début janvier, il est très impressionnant au scoring statistiquement. Mais est-ce que c'est une vraie progression statistique ou est-ce que c'est un leurre? Avant de vous donner la réponse, je vous invite un petit peu à regarder les images du joueur un petit peu sur le terrain, comprendre quel joueur c'est. Alors vous voyez, de plus en plus, on va avoir des actions en pick and roll avec DeAndre Ayton où ils ont beaucoup développé un jeu à deux et son drive lui permet vraiment d'aller de plus en plus au cercle. Mais on va aussi remarquer quelques limites sur son drive. Malgré sa vitesse et son premier pas très rapide, il va manquer parfois un peu d'explosivité et aussi peut-être un petit problème au niveau du choix des mains selon là où il se place par rapport au cercle. En effet, il est capable de punir un mismatch avec sa vitesse et d'aller jusqu'au bout, mais il va avoir tendance à très souvent finir à droite. Enfin plutôt à gauche, mais sur sa main droite. Regardez ici, il est à gauche du panier, mais il vient finir avec sa main droite, et c'est quelque chose qu'il fait très souvent. Et le problème, c'est que du coup, ça peut un petit peu compliquer les angles de finition et forcer à prendre un petit peu des tirs plus compliqués. Néanmoins, ses changements de direction et son petit toucher sur flotteur lui permet, comme on a vu, d'avoir un scoring de plus en plus efficace. Il arrive vraiment à décélérer à arriver au panier. En effet, sur cette action, on a deux changements de rythme. Le premier juste ici pour partir en drive et ici pour poser un deuxième pied et encore finir à droite sur la main droite. Il y a vraiment une volonté de, même s'il arrive à gauche, finir à droite, toujours en utilisant sa main droite. Et en fait, du coup, ça le rend parfois peut-être un petit peu facile à lire et un peu plus facile à défendre. Regardez par exemple ici sur ce hand-off, il va au drive le plus rapidement possible. Donc là, la position du joueur elle est plutôt à droite du panier par rapport à Scoot Henderson et il vient exploser vraiment au centre de manière verticale. Anderson ne peut pas passer à droite, essaye de passer à gauche mais s'obstine à essayer de finir avec sa main droite et du coup c'est un lay-up qui touche même pas l'arceau. Nouvel exemple ici, empty side pick and roll, on a donc un côté complètement vide juste ici, le côté gauche. Et du coup côté gauche veut dire finition main droite, compliqué. L'autre problème qu'il va rencontrer, c'est peut-être le manque de menace sur le mi-distance, où parfois un peu les équipes vont l'inciter à prendre justement ces tirs un petit peu compliqués sur pull-up plutôt que d'aller au drive. Et du coup, c'est vrai que les défenses parfois sont un petit peu plus en drop, le force du coup à prendre ce tir-là, et son tir n'est pas encore totalement, disons, quelque chose sur lequel il peut compter de manière constante. Et pourtant, on va voir qu'il va y aller de plus en plus justement pour punir ce drop. Et en fait, il faut qu'il arrive à punir ce drop. On refait cette zoom action qu'on vient de voir. Donc zoom action, on a nos deux écrans ici avec le hand-off. Et du coup, on a Wagner ici qui est en drop et qui peut l'attendre en fait à aller au cercle parce qu'il n'est pas vraiment inquiété par la menace de tir. Et en plus, regardez, en fait, le problème de Scoot Henderson parfois, c'est que il gère mal son timing de jump. Et là, vous voyez, il saute trop loin du cercle, il est trop éloigné. C'est pas un joueur qui est très vertical, plutôt horizontal, mais plutôt surtout rapide sur ses appuis. Et du coup, il peut pas sauter totalement par-dessus un joueur. Et du coup, c'est vrai que ce manque d'explosivité verticale et ce manque de shoot, parfois ça le force à prendre des tirs un peu compliqués et parfois pas surtout dans le bon timing de l'attaque.
Donc on a quand même, on voit des choses très intéressantes sur le fait qu'il puisse prendre les équipes de vitesse, mais ce manque de pull-up et ce manque aussi de main gauche et de verticalité peut être problématique. Et en parlant du pull-up, son tir, en fait, il lui fait de plus en plus confiance. Que ce soit en catch and shoot comme ici, ou sur pull-up, de plus en plus, il se permet de les prendre. Ici, on le retrouve encore une fois à la sortie d'une action avec un short roll. Et on va voir qu'aussi, si les équipes vraiment le laissent tirer à 3 points, il va de moins en moins hésiter à les prendre. Que ce soit face à un défenseur comme ici, sur un step back, ou sur du catch and shoot comme on l'a vu avant. Donc c'est assez bon signe, mais néanmoins, est-ce que c'est pas un peu à cause de ça qu'il y aurait une surchauffe? Parce qu'en réalité, quand on regarde les tirs sur drive, il est passé de 1,1 à 1,2 points par drive tenté. Donc c'est une augmentation de l'efficacité comparée à sa saison sur le mois de janvier, mais c'est pas non plus, il n'y a pas un énorme changement. Alors qu'ici, on voit qu'on est passé d'un true shooting de 55 à 63. On est passé de 1,10 points par tir tenté au total à 1,26 points par tir tenté au total. Et on voit que le drive a aidé à cette augmentation, mais pas seulement. On a ensuite les catch and shoot, où en fait l'efficacité sur catch and shoot, elle n'a pas franchement bougé. Mais du coup le curseur il a bougé parce qu'en fait sur les pull-ups, l'efficacité a explosé. Il est passé de 49% d'efficacité sur les pull-ups à 63%. Et il en prend quand même pas mal des pull-ups. Et du coup, c'est ça qui tire un peu son efficacité vers le haut. Et du coup, c'est ça aussi qui peut laisser penser qu'il n'y a pas qu'une progression, qu'il y a un peu de surchauffe. Néanmoins, il y a un aspect où il a vraiment progressé, c'est l'impact qu'il a sur le collectif. Et notamment sur où est-ce que sont pris les tirs par Portland quand il est sur le terrain. C'est très impressionnant. Quand il est sur le terrain, Portland prend 40% de ses tirs au cercle. C'est plus que Denver, qui est une équipe qui est historiquement proche du cercle comparé aux autres équipes de la ligue. C'est bien plus que Phoenix, qui n'en prend presque pas des tirs au cercle. Et c'est en fait le joueur qui, quand il est sur le terrain, génère le plus de tirs, entre guillemets, pour le collectif au cercle. Et on va voir que sa gestion du pick and roll, elle y est pour beaucoup. Notamment avec DeAndre Ayton, mais aussi avec Toumani Camara, il y a de très bonnes choses et il arrive en fait à générer des tirs au cercle pour lui et pour ses coéquipiers. On va voir que d'ailleurs ça lui permet un petit peu de battre les drops défensifs parce qu'il peut enchaîner les screens pour se mettre sur sa bonne main. Par exemple, juste ici, où il enchaîne 2 screens pour pouvoir se mettre sur la bonne main ou alors dans la meilleure position possible pour lui sur un flotteur. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir à quel point il peut aussi trouver des solutions face à ses limites. Encore une fois ici, 2 écrans et le flotteur. Vraiment se trouver dans les meilleures dispositions et apprendre à s'adapter à comment en fait les défenses se mettent face à lui. Il va aussi par exemple ici, vous allez voir, on a un pick and roll du coup où l'écran est donné sur la gauche, mais lui ce qu'il veut c'est plutôt aller à droite sur cette partie-là du terrain. Et du coup il va snake de pick and roll en passant à gauche puis à droite. Encore une fois dans une idée de, malgré ce que la défense propose, se trouver le meilleur tir possible en fonction de ses forces et ses faiblesses. Et c'est là où je pense qu'il y a un vrai progrès chez Scoot Henderson. Il n'y a pas une explosion au scoring aussi forte que ce que les chiffres peuvent laisser penser, mais néanmoins, il y a une vraie capacité de mieux s'adapter à ce que la défense offre et justement utiliser ces changements de rythme, ces flotteurs, cette main droite et la capacité d'enchaîner un petit peu les écrans pour s'adapter à ce que la défense un petit peu le force à faire. Et du coup, en étant aussi mis dans des actions de manière de plus en plus dynamique sur des get action, des zoom action, en fait, il reçoit le ballon déjà lancé et il peut prendre encore plus de vitesse la défense, comme ici, face à Orlando. Autre exemple un petit peu intéressant, c'est cette capacité à ralentir, parfois faire des feintes justement pour s'offrir encore une fois ce tir sur sa main droite. Donc bon, peut-être qu'au bout d'un moment, les défenses vont aussi s'ajuster à lui qui s'ajuste aux défenses, justement, mais de plus en plus, il va progresser aussi. Rappel, c'est un très jeune joueur, très jeune porteur de balle, toujours très difficile pour ces joueurs-là de se développer. Et au-delà du scoring, de plus en plus, on va voir qu'il va développer aussi de la passe. Et en effet, par exemple, quand il est sur le terrain, Scoot Henderson, la fréquence au cercle de DeAndre Ayton, elle explose. Elle passe de 35 sans lui à 42% quand il est sur le terrain.
Et la relation avec les deux sur pick and roll est très bonne et permet en fait de faire du profil de DeAndre Ayton, excusez-moi, un profil très intéressant. Il a aussi une bonne relation avec Toumani Camara qui pose de très bons écrans. Et on a même des situations où les deux, en réalité, posent des écrans et en fait permettent de multiplier un petit peu les menaces. Et il est vraiment très bon pour justement profiter un petit peu de la défense qui vient en drop face à lui et de DeAndre Ayton qui passe dans le dos de la défense de drop. Et regardez ici par exemple, on a les deux écrans et c'est très intéressant de voir comment un petit peu ils utilisent ça. Alors là, on a les deux écrans. Mais en fait, d'habitude, le premier poseur d'écran sur un Spain Pick and Roll, c'est celui qui va aller au cercle ensuite. Mais sauf qu'ici, Toumani Camara, c'est le joueur qui pop à 3 points sur le Spain Pick and Roll. Du coup, on a un premier twist, parce qu'en réalité, le joueur qui va roller au cercle, c'est plutôt DeAndre Ayton. Et du coup, on a le premier écran avec Toumani Camara qui va à 3 points, le deuxième écran de DeAndre Ayton qui va au cercle, et comme au même moment, Anfernee Simons, il a coupé depuis le dunker spot dans le corner côté fort. On a un côté faible qui est totalement vide. On n'a aucune aide possible dans la zone du cercle parce que on a inversé le Spain Pick and Roll. On a optimisé le passing de Scoot Anderson et le spacing. Et voilà, c'est beau, c'est du basket quoi. Donc, de plus en plus, Scoot Anderson, dans sa relation un petit peu avec le ballon mais aussi avec les autres, il progresse. Il progresse à la passe, comme on a vu, il progresse dans ses lectures de jeu et il sait utiliser notamment en fait, sa gravité sur drive pour faire profiter les autres joueurs. Et en plus de ça, Portland a appris à l'optimiser. Regardez ici, on a une action dynamique avec du coup un corner vide, donc un empty side action. On a une get action, où du coup on a le pick and roll en main à main. Et ce qui se passe, c'est que Toumani Camara, il vient poser son écran dans le dos du défenseur de drop pour que DeAndre Ayton se retrouve au cercle. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de plus en plus de tirs au cercle quand Scoot Anderson il est sur le terrain. C'est parce qu'ils ont appris à optimiser ses forces. On a vu qu'il avait une force sur drive et en plus de ça, il lui découvre une force sur pick and roll. On peut remarquer sur cette action la passe magnifique dans le corner une fois que le cercle, lui, a été couvert. Donc en plus que pas seulement trouver les joueurs au cercle bêtement, il y a une vraie capacité de lecture de trouver dans les meilleures zones du terrain si le cercle est occupé, comme ici sur le corner où en plus il est présent au rebond offensif. Donc en réalité, la progression au scoring, c'est peut-être pas la plus intéressante dans tout ça. La réalité, c'est que c'est sa progression en tant que joueur de basket de manière un peu plus complète qui est intéressante. Sa manière de passer de mieux en mieux la balle, comme sur cette skip pass qui passe directement dans le corner, sa capacité à mieux s'adapter à ce que les défenses lui offrent et aussi lui retirent, et de plus en plus il fait bénéficier du coup les joueurs autour de lui parce qu'il est plus mature dans son jeu, il est plus calme, et même s'il y a encore du progrès, on a un joueur qui est vraiment en train d'exploser un petit peu dans l'ombre à Portland. Du coup, c'est avec un profil qui va être très intéressant à suivre. Et pour le suivre, je vous invite à rester sur la chaîne, à vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker, à la repartager. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour peut-être une annonce, peut-être une nouvelle vidéo, peut-être un nouveau projet. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt.